Alors, donc bienvenue, à toutes. Donc comme vous le savez, on va, parler, des violences sexuelles en temps de guerre et en temps de paix. C'est notre rendez-vous du mois de novembre puisque, c'est le 25 novembre qu'est, célébrée la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc, la clé souhaite marquer cette date importante dans cette lutte des féministes pour les droits des femmes. Donc, nous sommes à une période particulière puisque on est confiné à nouveau en France et dans de nombreux pays. On est aussi confronté à des épisodes de violence aveugles et barbares en France et en Europe également. Et la période est assez sombre, effectivement. Pour autant, le sujet qui nous réunit ce soir sur les violences sexuelles, c'est aussi un sujet qui est assez sombre, mais c'est aussi un sujet qui est peut-être pas suffisamment encore visible, même si depuis le phénomène MeToo, on en parle plus. Malgré tout, pour ce qui concerne un certain nombre de violences sexuelles, les violences sexuelles en temps de guerre en particulier, ou alors la question de la prostitution, c'est souvent des formes de violence qui sont soit masquées, soit euh, peu, voire considérées, pas considérées forcément comme des violences dans un certain nombre de cas. Alors donc, les femmes se battent, se relèvent encore et encore. C'est dans cette perspective que s'est créé le concept de survivante. Et notre rôle de féministe est d'être évidemment avec les survivantes pour dénoncer inlassablement ces violences et montrer qu'un autre modèle de société est possible, fondé sur les droits égaux pour les femmes et les hommes et fondé sur l'attention aux autres, la solidarité et sur la bienveillance. Alors aujourd'hui, on a des expertes mondiales, je peux dire, vraiment très connues, des expertes concernant ces violences. Donc, elles interviennent dans différents domaines. Et donc, on va commencer à parler des violences sexuelles en temps de conflit et en particulier du viol comme arme de guerre. Donc, on reçoit Tatiana Moukaniré, qui est coordinatrice nationale du mouvement des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'est elle qui interviendra en premier. Ensuite, nous recevons Laurence Fischer, qui est ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle est aussi triple championne du monde de karaté et elle intervient aujourd'hui comme fondatrice de l'association Fight for Dignity, qui travaille avec le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, qui est devenu le prix Nobel de la paix qu'on ne présente plus. Donc, elle nous parlera du travail de reconstruction et de réappropriation de leur corps par les survivantes. Ensuite, nous donnerons la parole à Pierrette Pape, qui est fondatrice et directrice générale de l'association Isala, ancienne responsable de plaidoyer et des campagnes de la fondation Mukwege. Donc, elle nous livrera son analyse féministe sur ces violences subies par les femmes et les filles et sur ce qu'on peut appeler les survivantes. Donc, après ces trois premières expertes, on entendra dans une seconde partie concernant les violences sexuelles en temps de paix, 4 intervenantes qui sont tout d'abord Alexine Solis, qui est activiste féministe, qui a été confrontée à la prostitution étudiante et qui nous parlera en tant que survivante de la prostitution, mais également activiste et abolitionniste de la prostitution. Adama Sira-Leblé, qui est fondatrice, aujourd'hui chargée du développement des partenariats de l'association Olympe. En tant que juriste, elle évoquera des cas de violences sexuelles dont sont victimes les femmes migrantes qu'elle accompagne une fois qu'elles sont arrivées en France. Puis Noura Rad, docteur en droit, coprésidente du réseau européen des femmes migrantes, European Network of Migrant Women, qui est aussi chargée de mission au Mouvement du Nid. Et c'est sous cette double casquette qu'elle nous présentera la situation du viol conjugal dans le droit comparé France et Liban.
Et puis, on terminera avec Moira Sauvage, qui est journaliste et essayiste, ancienne présidente de Excision Parlons-en, qui évoquera une autre forme de violence sexuelle que sont les mutilations sexuelles féminines dans le monde. En fait, je suis heureuse de participer aujourd'hui. Et je participe aujourd'hui en tant que survivante de violences sexuelles, mais aussi en tant que représentante de ces milliers de femmes, d'hommes et certaines petites filles innocentes qui ont été victimes de la cruauté humaine. Et en même temps, je suis membre du réseau SEMA, le réseau mondial de survivantes. En tant que Congolaise, ça fait plusieurs décennies que les violences sexuelles ont été commises sur notre territoire. Et nous avons vu et continuons à voir nos frères être tués et nos mœurs et nos sœurs être humiliées par le viol. Nous commémorons aujourd'hui plus de 20 ans de massacre. Et mon pays, la République démocratique du Congo, est depuis devenu un fantôme pour lui-même. Parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement dans ces pays. Comme je l'ai toujours dit, le viol est la manière la plus humiliante de tuer une personne tout en la laissant respirer. Et ça fait plusieurs années que, en fait, ceux qui ont suivi le docteur Mukwege quand il a reçu son prix Nobel de la paix 2018, dans son discours, il a parlé de comment les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre dans mon pays. Et il a fait certains témoignages très douloureux qu'il a vécu en tant que médecin. Aujourd'hui, en tant que survivante, j'aimerais surtout parler des histoires de toutes ces femmes exceptionnelles qui, malgré la douleur, la stigmatisation et la peur, marchent la tête haute et se battent pour changer le monde dans lequel nous vivons et où tout est obscur. Je vais vous parler de l'histoire d'Andema. Elle n'avait que 3 ans. Elle vivait avec sa maman dans un petit village non loin de la ville de Bukavu. Sa famille était composée de 8 enfants et une nuit, alors qu'ils étaient en train de dormir, les hommes se sont introduits dans leur petite maisonnette qui était en boue, une boue séchée. Et ils se sont emparés d'Andema sans que personne n'entende. La maman, alors qu'elle allait voir si les enfants dormaient bien, elle a constaté que Andema avait disparu. Après plusieurs heures de recherche, on la retrouva inanimée, ensanglatée. Après l'avoir violée, les hommes, les bourreaux, l'avaient introduit des objets tranchants dans son appareil génital. L'anis et le vagin ne faisaient plus qu'un, car l'objet tranchant avait tout déchiré. En fait, dans cette zone, il y a eu plus de 40 petites filles de 0 à 8 ans qui ont vécu la même chose qu'Andema. La question qu'on se pose, quel être humain avec un cœur est capable de faire cela à une petite fille innocente? Andema vit aujourd'hui sans savoir si un jour elle pourrait avoir d'enfants. Beaucoup souffrent aujourd'hui de fistules chroniques. Toutes ces héroïnes rencontrent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Je les appelle héroïnes parce qu'elles se sont battues, elles se sont mises debout et elles ont fait de leur mieux pour changer leur vie. Je vais vous parler de l'histoire de ces femmes qui ont pu avoir 2 enfants issus du viol. Ce sont ces enfants qui marquent à vie. C'est une conséquence à vie de ces viols-là. Et un jour, la maman de Chris qui est un petit enfant que je connais qui n'a que 8 ans aujourd'hui, la maman de Chris a été violée il y a plusieurs années. Elle a été violée en 2004 et elle a été paralysée parce qu'elle a été violée, comme elle l'a dit, par un nombre incalculable d'hommes qu'aujourd'hui elle ne saurait pas compter parce que quand le 4e homme est arrivé à le violer, elle s'était évanouie. Et elle a eu un enfant issu de ces viols-là. Malheureusement, quand elle arrive à l'hôpital, il faut faire l'attestation de son fils. On lui demande les noms du père. Elle dit à la coucheuse, je ne sais pas. L'enfant n'a pas de père. En fait, la coucheuse stupéfaite, elle s'est dit, Madame, quel est le nom du père de votre enfant?
Elle répète plusieurs fois, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, elle avait cette colère-là, elle voulait aller se venger, mais où aller se venger? Parce qu'elle ne connaît pas ses bourreaux. Et elle était incapable de s'élever vu qu'elle était déjà paralysée de membres inférieurs. De toute façon, elle n'avait jamais pu identifier ses violeurs. Elle avait perdu toute connaissance au 4e monde. Aujourd'hui, d'autres femmes se font violer. Elles font face à des difficultés et au même embarras quand elles ont dû faire un récit de leur malheur devant telle ou telle structure administrative ou judiciaire. Parce qu'on les traite de menteuses ou de fois, on lui dit qu'elle l'a voulu. Elle a voulu ce qui lui est arrivé. Qui pourrait chercher d'être violé, d'être humilié de cette manière-là? Et aujourd'hui, on se demande, après plus de 20 ans, quelles sont devenues ces victimes, quelles sont devenues ces survivantes? Qu'est devenue la communauté congolaise qui, au moins dans chaque famille, il y a une survivante de violences sexuelles? Plus de 20 ans de douleur, plus de 20 ans de non-reconnaissance. Et les survivantes attendent depuis d'être reconnues et d'être acceptées. Parce que jusque-là, la société congolaise n'a pas encore accepté. Ça fait des années que nous demandons qu'il y ait au moins un pardon public venant du président de la République, parce qu'on s'est dit que de son devoir en tant que garant de la nation, il devait nous sécuriser et cela n'a jamais été fait. Et la chose la plus simple aujourd'hui à faire, c'est de demander pardon au nom de l'État du fait que nous avons été violés et que rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande au-delà de nos corps, au-delà de nos larmes, qui demandera pardon pour tout ce que nous avons pu subir, qui pourra effacer nos larmes. Nous attendons d'avoir de justice. Nous réclamons tout le jour justice et réparation, mais ça n'a jamais été fait. Nous avons marché plusieurs fois dans les rues de villes de la République démocratique du Congo et malheureusement, rien n'a été fait. Nous attendons toujours justice et réparation. Et je ne dirais pas que c'est seulement au Congo qu'il y a de femmes violées qui attendent réparation, mais partout dans ce monde, partout il y a eu de guerres, partout on a humilié la femme, partout on a utilisé le corps de femme comme arme de guerre. Il n'y a jamais eu de reconnaissance par rapport au tort causé. Et cela fait mal parce que la femme est sacrée et nous avons besoin que tout cela soit fait à notre égard. Merci pour cette parole aujourd'hui. Merci beaucoup, Tatiana. Votre témoignage est toujours aussi fort et poignant qu'en 2019, quand on s'était rencontrés à l'ONU et quand vous en aviez parlé. Juste merci, un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonjour Laurence, bonjour Madame l'ambassadrice. Donc vous êtes ambassadrice pour le sport au ministère des Affaires étrangères français, mais vous êtes aussi, et ceci explique cela, triple championne du monde de karaté pour la France. Et vous avez aussi une activité militante en tant qu'ambassadrice de Sport sans frontières, de Premier de Cordée, sur les activités sportives pour les enfants hospitalisés, des actions de sensibilisation aussi sur le handicap. Donc vous êtes une militante. Mais aujourd'hui, c'est surtout en tant que fondatrice de Fight for Dignity que votre association, qui aide des femmes victimes justement de violences à se reconstruire grâce au sport de combat, c'est surtout à ce titre-là qu'on aimerait vous entendre. J'ai le souvenir que dans une interview, vous aviez indiqué que le déclic pour créer Fight for Dignity avait été votre rencontre avec le docteur Denis Mukwege lors du premier Forum mondial des femmes francophones en 2013. Et j'en suis très touchée car il se trouve que
C'est moi qui organisais ce forum pour le ministère des Affaires étrangères à l'époque où j'étais au cabinet de la ministre de la Francophonie. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce déclic et puis surtout sur l'action de Fight for Dignity? Oui, merci beaucoup. Merci Jocelyne. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, donc en fait, Très bien. En fait, j'ai eu, fort de mes différentes expériences d'éducation par le sport, comme vous l'avez dit, à travers le marrainage de Plan International aujourd'hui, qui était Sport sans frontières, premier de cordée. Il y a eu l'Agence pour l'éducation par le sport. J'ai développé à la fois une expertise et mon activisme, effectivement. Et la rencontre avec le docteur a été un choc après quand même avoir eu aussi des actions en Afghanistan pendant un mois à Kaboul, accompagner le programme de Plan International autour de l'éducation par le sport, mais ou en Haïti après le séisme ou au Burundi. Ça a été un choc parce qu'en fait, et comme l'a très bien dit Tatiana, que je salue, et heureuse de la retrouver, aussi engagée, et encore merci aussi pour ton témoignage, Tatiana, et à tes côtés. C'était voilà, je ne savais pas que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre, et je me suis dit de quelle manière je pouvais être aussi active aux côtés de cet homme extraordinaire qu'est le docteur. Et donc, évidemment, je n'ai pas fait ça toute seule. C'était à l'époque avec Marie-Josée Lalard, que je salue, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, qui était vraiment sur la partie aussi éducation, scolarisation. On avait commencé à ce niveau-là en 2014, donc. Et de me rendre compte aussi du fait que moi, un sportif de très haut niveau, très investi dans le mouvement sportif, me dire que comment se fait-il que sur la spécificité de ces violences où l'état de stress post-traumatique est lié, enfin les conséquences des violences sexuelles est lié donc à un rapport à une violence liée au corps, et comment se fait-il que nous, dans mes actions extrêmement que l'impact qu'on peut avoir grâce au sport ne soit pas rendu accessible et adapté à la spécificité des violences, et me dire de me rendre compte qu'il y a très peu de choses qui sont faites en ce sens-là, et de vouloir que le mouvement sportif s'associe et rende la pratique aujourd'hui du karaté, et il y a aussi le football à la fondation accessible. Sachant que le principe, voilà, c'était vraiment le constat que j'avais fait en reconnaissant le côté extrêmement innovant et avec beaucoup d'admiration qu'a mis en place le docteur, donc cet accompagnement holistique, pluridisciplinaire, et de me dire qu'il fallait que le corps s'inscrive aussi dans ce parcours de soins et d'accompagnement des victimes. Donc voilà, c'est né de l'inspiration, de l'engagement, et qui est toujours aujourd'hui très fort du docteur, et en même temps de si peu de choses qui sont faites pour les victimes dans leur rapport à leur corps. Voilà, donc c'est aujourd'hui le Fight for Dignity, on a une convention de partenariat avec la fondation. C'est Franck Mukwege qui enseigne de manière hebdomadaire, c'est très important, et c'est que les femmes et les jeunes filles surtout aient accès à la pratique de manière régulière, et encore une fois dans ce cadre cadre sécurisé qu'est la maison Dorcas, et avec tous ces soins qui leur sont accessibles, les écoles gratuites, les formations professionnalisantes, pour rentrer dans ce cercle vertueux, de pouvoir les accompagner dans cet autre combat, comme disait Tatiana, ces femmes héroïnes, pour qu'elles puissent être déstigmatisées, incluses dans la société, pouvoir avoir une vie de femme, de mère de famille. Voilà. Et nous, modestement, c'est y participer. Et puis, voilà, se dire aussi, on en a parlé avec Tatiana, qu'à la sortie de la réflexion qu'on a aujourd'hui, le constat et le retour que nous ont fait les victimes, c'est de se dire,
c'est un moyen effectivement comme tu l'as dit, de pouvoir retrouver confiance en soi, de pouvoir se réapproprier ce corps, de le voir, de le voir fort, d'avoir des sensations à nouveau, d'avoir une relation différente. Et on a aussi développé une méthode, une pédagogie pour répondre vraiment à la spécificité du traumatisme, mais aussi à l'appropriation, à l'efficacité pour les femmes de pouvoir, les jeunes filles surtout, faire en sorte que il y a un effet sur la confiance et en même temps sur leur rapport au corps. Et pour faire une transition aussi, c'est vous dire qu'on a aussi développé le programme et la méthode à la Maison des femmes de Saint-Denis, où là, on est dans un contexte qui n'est pas en conflit, post-conflit, mais où on répond aussi à des femmes qui ont fait le parcours migratoire, Maison des femmes de Saint-Denis, accompagnement global médicalisé des femmes, excision, violence conjugale, viol, parcours migratoire, et où on amène aussi la pratique là du karaté avec la méthode, avec cette volonté de former des formatrices. Donc au Congo, c'est Franck, mais on a des jeunes femmes aussi qui souhaitent être formées au Congo et qu'on veut accompagner. Enfin, on en a parlé avec Tatiana pour qu'elles aussi transmettent et qu'on fasse aussi de la prévention, que ces mêmes survivantes soient des rôles modèles et fassent de la prévention et continuent à enseigner. Mais en France, du coup, vous précisez aussi qu'une recherche-action a été lancée avec l'Université de Strasbourg pour mesurer l'impact de la pratique et aller plus loin dans cette connaissance, dans ce travail qui est fait à la fois sur le volet avec une méthodologie scientifique, sur le travail à la fois psychoclinique et de l'impact au niveau corporel. Voilà, donc donc l'équipe fonctionne, est toujours en place. On espère évidemment aussi pouvoir, fort de l'expérience extrêmement positive et des retours positifs des survivantes, des victimes en RD Congo, continuer, comme le fait la maison d'Orcas, pouvoir dupliquer et proposer le programme dans d'autres pays pour que cette partie corps activité physique adaptée soit accessible à beaucoup plus de femmes qui elles aussi mènent le combat de retrouver une vie normale et être inclus à nouveau dans la société. Et puis pour finir, je veux vous dire aussi, par ma fonction aujourd'hui d'ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je travaille en étroite collaboration avec les équipes et Delphino sur le forum Génération Égalité, et que le sport sera présent au forum. C'est une volonté aussi du président de la République qui souhaite faire que le forum Génération Égalité soit un temps fort de l'engagement de la France pour l'égalité femmes-hommes. Donc je voulais vous en faire part pour vous dire aussi qu'on est dans une dynamique importante en matière d'égalité femmes-hommes et d'activité physique et sport, puisqu'on a aussi l'Agence française pour le développement qui est très engagée et qui mène des actions très concrètes. Par exemple, vous savez qu'on a aussi besoin de données, on a besoin de documenter, de savoir où en est l'activité physique pour les femmes, la rendre accessible. Donc, ils ont lancé une étude dans différents pays en Afrique pour savoir où ça en est, pour être plus efficace, mais aussi, il y a des axes forts, il y a l'étude, il y a
y a de la recherche, là, je pense à l'AFD, mais pour vous dire qu'il faut vraiment, voilà, l'activité physique et le sport participent aussi avec le travail du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à faire en sorte que c'est un axe fort, voilà, et que le sport y contribue, l'activité physique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Ben oui, c'est quand même dans ce contexte terrible, c'est quand même un signe d'espoir quand même. C'est-à-dire que votre action, ça fait un peu boule de neige. Alors tout doucement, parce que c'est du travail de dentelle que vous faites, évidemment, j'imagine bien. Mais en tout cas, c'est en faisant ces pas de fourmi que on peut arriver à faire, à créer une dynamique comme vous êtes en train de le faire, et avec les institutions et à l'international. Donc, bon ben, bravo, quoi, continuez. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Pierrette Pape. Donc, Pierrette, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association Isala. Mais vous êtes aussi donc ancienne responsable plaidoyer et campagne de la Fondation Mukwege, donc c'est aussi un contexte et un domaine que vous connaissez bien. Et j'avais envie de vous demander, au regard de ce qu'ont dit Tatiana et Laurence, vous, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse du point de vue féministe de cette situation de violence systémique? Alors là, on est sur les temps de guerre, mais pas seulement. On voit bien que c'est la même démarche sur les temps de paix de toute façon, et sur ce qu'on appelle les survivantes. Voilà. Donc, Pierrette. Voilà, vous m'entendez bien? Oui. Mais en fait, je trouve que c'est une très bonne question, parce que quand on travaille sur les questions du viol comme arme de guerre, des violences sexuelles dans les conflits, c'est pas très facile d'amener une perspective féministe. On a tendance à être entouré de personnes qui travaillent dans le domaine du droit humanitaire ou du droit de la guerre. Et donc, c'est important de pouvoir apporter cette dimension féministe. Parce que si on ne l'amène pas, on passe à côté de tout un faisceau d'analyse qui permet de mieux comprendre ce qui se passe et aussi de pouvoir apporter des solutions à long terme. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 1 an à la Fondation Mukwege en 2018-2019, donc au moment du prix Nobel, mais surtout de pouvoir travailler avec toutes les survivantes que la Fondation essaye de rassembler, qui viennent d'une quinzaine de pays différents. Et je voudrais partager un peu ce qu'on retrouve dans tous ces pays et qui montre bien que le viol comme arme de guerre s'inscrit dans une logique de stratégie patriarcale, avec ces lunettes des rapports de force, des rapports de pouvoir homme-femme. Par exemple, l'objectif du viol comme arme de guerre, c'est vraiment d'humilier une communauté en s'attaquant à la femme, aux femmes, parce que dans cet imaginaire patriarcal, c'est elles qui sont les gardiennes de la famille, de l'honneur, de la cohésion de la famille. Et donc, on retrouve cette stratégie, Tatiana en a parlé, en RDC, en Guinée, en Colombie, en Bosnie, en fait, dans tous les conflits dans le monde. Et le pire, c'est que dans cette même mentalité patriarcale, ça va être la faute de la femme si elle a été violée ou victime de ces violences. Et ça crée un tabou énorme qui est sur le dos, sur les épaules des femmes. Dans le cadre de notre travail commun avec Tatiana, on a travaillé avec Vasfie Krasniki Goodman, qui est la seule femme du Kosovo qui a osé parler malgré les 20 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles au Kosovo. Donc vous imaginez le courage que ça lui a demandé de parler. Et d'ailleurs, elle habite aux États-Unis et non plus dans son pays, parce que c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer et se sentir libre dans un pays où il y a ce tabou familial, cette pression sur les femmes. On voit aussi que la femme, alors je dis la femme, les femmes sont considérées comme des butins dans cette dans cette vision masculine de la guerre. La guerre devient un jeu masculin
et les femmes sont des butins. Donc Daesh est un exemple flagrant avec la manière dont ils ont traité les femmes de la communauté yézidi qui ont été qui étaient troquées, qui étaient échangées comme des marchandises, vendues. Mais c'est le cas aussi dans d'autres pays comme le Nigeria et dans d'autres circonstances dont on parle moins, mais par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, où les soldats, selon le pays dans lequel il arrivait et selon l'origine de ces soldats, s'appropriaient les femmes qui restaient là, tous les hommes étant au combat ou déjà morts. Et donc, il y avait vraiment cette idée que les femmes sont indues, sont vraiment à disposition des hommes dans cette image de besoin, soi-disant, besoin sexuel prioritaire des hommes. Donc, on est vraiment dans cette image patriarcale de l'imposition de la domination masculine. Et on la retrouve aussi dans certaines stratégies à côté du viol comme arme de guerre, qui est aussi d'imposer des grossesses à certaines femmes dans certains conflits. Une fois de plus, l'homme impose sa domination et donc la grossesse, et on le retrouve aussi dans une dynamique d'épuration ethnique. Mais Tatiana l'a mentionné, il y a aussi des hommes qui sont violés dans ces contextes, et on retrouve également la même logique patriarcale, c'est d'humilier un autre homme dans sa masculinité. Donc on est aussi sur des stéréotypes masculins, aussi cette vision de compétition entre hommes et la relation, en tout cas le viol sur un homme, est vu aussi comme une humiliation parce que il y a cette idée que l'hétérosexualité est la seule forme de sexualité valide. Et Tatiana a mentionné également les viols d'enfants, et en particulier de petites filles, qui sont vraiment, qui s'inscrivent vraiment dans une culture pédocriminelle, de détruire les communautés et détruire les enfants et leur intégrité pour toute la vie, les enfants étant vus comme des objets. Et c'est là que l'on voit le continuum, la stratégie aussi de continuum des violences, c'est plus on commence tôt, plus on va banaliser ces violences tout au long de la vie. Et donc, quand j'étais à la Fondation, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Congo à l'été 2018 et de pouvoir travailler avec les survivantes sur du plaidoyer et de la communication. Et on a passé en revue les mythes qui sont présents au Congo sur les violences sexuelles, et je voulais vous en partager quelques-uns parce que je trouve que c'est intéressant d'entendre ces mythes qui sont liés à des situations de conflit, post-conflit, et de les comparer en fait aux mythes qui circulent encore aujourd'hui dans des situations de paix, et on se rend compte qu'on est dans la même culture du viol dans les deux cas. Mais donc je parle sous couvert de Tatiana. Voilà ce qui est ressorti des mythes que les survivantes ont relevés. Le déni, alors ça n'existe pas, et puis de toute façon ça n'intéresse pas la population. L'idée qu'il y a des lois, tout va bien. Le Congo s'est doté il y a peu d'une loi qui en est fait très bien sur le papier, mais qui n'est pas du tout appliquée. Donc ça va être un argument de déni, de dire mais tout va bien, la loi est parfaite. On entend aussi qu'il y a des choses plus importantes. Il y a vraiment des sujets de société qui seraient plus importants, et il faut un peu que les victimes passent à autre chose. C'est pas si grave, et puis de toute façon, elles sont une minorité. Donc tout ça, ce sont ce que les survivantes à Bukavu et Goma ont partagé, et qu'elles entendent au quotidien et contre lesquelles elles doivent se défendre. Un autre mythe, c'est que c'est privé, en fait, ça rentre dans la sphère privée, donc c'est une honte d'en parler. Et puis comme vous l'avez dit toutes les deux, Laurence et Tatiana, les femmes ont cherché finalement, et là on retrouve exactement les mêmes arguments de vêtements, le lieu où elles étaient, l'attitude qu'elles avaient, voire elles inventeraient pour avoir de l'argent. Et quand les survivantes à Bukavu m'ont dit ça, ça m'a fait penser aux mêmes réactions qu'il y a eu avec l'affaire DSK aux États-Unis, où on a tout de suite accusé la jeune femme d'inventer pour avoir de l'argent, en particulier dans le contexte américain. Un autre mythe qui circule, c'est que ce sont seulement des femmes spéciales qui seraient touchées. Donc pour le Congo, elles entendent ça par rapport aux femmes qui seraient sur les hauts plateaux, ce qui n'est évidemment pas vrai. Des femmes qui aimeraient ça, ou alors l'homme est amoureux, et donc ça explique qu'elle ne s'est pas défendue. Donc il n'y a aucune compréhension de la sidération dans le cas du viol. Et enfin, un mythe qui circule et qu'elles m'ont partagé, c'est que ce serait une affaire de blancs. En fait, ce sont les blancs qui auraient inventé le viol, et ça nie complètement la parole des survivantes.
Et donc, c'était pour vous, voilà, vous partager ça pour montrer que finalement, ce qu'on retrouve comme mythe en temps de guerre, on le retrouve en temps de paix. On est bien dans une culture, un continuum de violence. Et les conséquences pour toutes les femmes qui ont été victimes en temps de conflit et post-conflit sont malheureusement des conséquences qui vont se renforcer les unes les autres. Mais comme Tatiana l'a dit, il y a une impunité juridique et sociale énorme. Et du coup, ça amène beaucoup de femmes à ne pas oser dénoncer, puisque finalement, si personne n'est jamais condamné, pourquoi aller dénoncer? Ou alors, comme certaines survivantes l'ont expliqué, au Congo, il y a encore un système de justice coutumière. Et donc, par exemple, on préfère régler ça pour des questions de simplicité, mais aussi parce qu'il n'y a pas des tribunaux partout et que ça coûte cher et que c'est loin de se déplacer. On va traiter ça de manière coutumière et on peut arriver à des situations où le violeur n'a besoin que de donner une vache à la famille pour compenser le viol. Et donc, comme le disait la directrice de l'antenne juridique de la Fondation Panzi, plus un violeur a de vaches, plus il peut continuer à violer, puisqu'à chaque fois, il suffira de donner une vache pour compenser. Les autres conséquences sont que les femmes et les enfants sont rejetés. Tatiana parlait des enfants issus du viol, ce qui amène des questions de pauvreté, des questions d'accès à la santé, puisqu'il y a peu d'aide. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'aide médicale. Le modèle que le docteur a développé au Congo n'est malheureusement pas reproduit dans d'autres pays. Et un cycle de la violence qui peut se mettre en place. Des enfants qui sont rejetés peuvent être recrutés par des milices. Les femmes qui sont rejetées ou qui ne savent plus comment subvenir à leurs besoins peuvent tomber dans une relation conjugale violente ou dans la prostitution. Et enfin, il y a une parole qui n'est pas reconnue. Et cette parole n'étant pas entendue et n'étant pas audible, il n'y a pas de changement, il y a une banalisation des violences et des croyances populaires très fortes. Quand on a travaillé ensemble avec le mouvement RDC pour présenter les demandes du mouvement auprès de la revue universelle des Nations Unies pour le Congo, il y avait des chiffres assez marquants sur le nombre de personnes qui croient qu'une femme qui est violée l'a cherchée ou que c'est normal finalement d'être violée si on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et donc voilà, je voulais partager cette analyse parce que pour moi c'est important d'avoir cette analyse féministe sur la question du viol comme arme de guerre. C'est pas un accident que ce soit principalement des femmes qui soient victimes et que ce soit un jeu de guerre masculin avec des valeurs masculines qui gèrent tout ça. Et ce qu'on constate, c'est que toutes ces violences qu'on vit dans des pays qui sont officiellement pas en guerre, après c'est une définition spéciale de la guerre, mais qui ne sont officiellement pas en guerre, là sont exacerbées avec le contexte de conflit et post-conflit, étant donné qu'il y a une impunité très forte et que les rôles des hommes et des femmes sont exacerbés. Et une preuve, par exemple, étant qu'au Congo, il y a de plus en plus de viols aussi par des civils, ce qui montre la banalisation de cette violence. Et je voulais donc finir par dire que dans les deux cas, en guerre comme en paix, c'est important de s'attaquer aux racines de ces violences, c'est-à-dire la culture du viol et les représentations. Tatiana, dans un article récent que j'ai trouvé sur Internet, disait qu'il n'y a pas de petits viols. Et c'est important de dire que voilà, toute forme de violence sexuelle doit être condamnée, même en temps de paix, et que c'est en commençant par ça qu'on va pouvoir aussi mettre fin au viol de masse qu'on trouve dans les conflits. Et que c'est cette vision féministe des rapports sociaux de sexe qu'il faut avoir aussi dans la reconstruction après la guerre, dans toutes les mesures qui vont être mises en place pour que les femmes retrouvent une place respectée, égalitaire dans la société et qu'elles aient réparation. Donc c'est important d'avoir cette analyse aussi et surtout pour la reconstruction et construire une nouvelle société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierrette pour cette analyse qui éclaire vraiment le continuum des violences et l'aspect systémique en fait, que ce soit en guerre ou en paix. Et merci aussi pour toutes ce relevé des mythes qui agissent et qui font que tout cela se fait en parfaite impunité et que donc il n'y a pas de réparation et qu'il n'y a pas de reconstruction, etc., que c'est un cercle vicieux, quoi.
Merci encore à Tatiana, Laurence et puis Pierrette. Et c'est vrai qu'on voit bien que sans l'analyse féministe, on reste, on aurait tendance à considérer que ces violences, elles s'abattent de manière sur telle et telle femme, et que voilà, on va développer des structures qui leur permettent de les accompagner dans une reconstruction de leur propre vie, y compris et aussi par exemple par le sport, mais que si on en reste là, effectivement, on a du mal à voir que ce système violent, il correspond effectivement à un patriarcat, et que c'est ça qui nous réunit ici, et qui réunit effectivement toutes les intervenantes qui vont parler chacune à leur tour. Alors, si je essaye de ne pas déformer ce que j'ai lu dans le chat, alors, par exemple, Huguette, à propos de l'intervention de Laurence, indique que réparer le corps meurtri par le sport, on n'y pense pas forcément de prime abord. C'est pourquoi il est important de faire connaître ces actions. Est-ce que d'autres sportifs ou sportifs de haut niveau participent à ce projet? Et je vais poser toutes les questions à Laurence en même temps. Et puis, d'autre part, est-ce que les victimes de viol comme arme de guerre arrivent à se décider à se lancer dans le sport comme ça relativement facilement? Et puis enfin, même ça, vous l'avez un petit peu abordé aussi, je crois, avec la question de la recherche, comment évaluer l'effet de cette pratique du sport dans la reconstruction des personnes. Alors peut-être à Tatiana, il y avait une question sur comment fonctionne la coordination des survivantes de RDC. Est-ce qu'elles ont une aide? Est-ce qu'il y a des ONG qui aident à la coordination ou pas? Voilà. Et puis, dernière chose, Gisèle, remarquez que au cours des interventions, on voit que ce sont les hommes qui violent, et cette prise de conscience doit amener à interroger effectivement la mentalité, le patriarcat, qui avait un travail de fond d'éducation de toutes et de tous dès le plus jeune âge, pour faire changer ces mentalités et ces agissements. Effectivement, c'est un vaste chantier. Je pourrais commencer. Tatiana. Oui. En fait, le mouvement a été créé depuis 2017 et le premier soutien qu'on a reçu, c'était avec la Fondation Mukwege, qui nous a soutenus depuis. Et aujourd'hui, on a été soutenu par plusieurs personnes dans plusieurs organisations, dont l'Organisation internationale de la francophonie, la Fédération mondiale de luthériens, PCL et CSAI. Mais en même temps, maintenant, nous avons un financement de Amplify Change qui nous soutient énormément pour cette année et nous aide à avoir des activités de sensibilisation pour amener les survivantes à briser les silences, parce que vu que nos coutumes discriminatoires ne permettent pas que la survivante brise les silences, nous faisons de sensibilisation porte à porte avec ce financement de Amplify Change. Merci beaucoup Tatiana pour ces précisions. Peut-être Laurence alors. Oui, merci pour ces questions concernant les athlètes spécifiques. Fight for Dignity est assez récente, mais on a Norma Bastidas qui était aussi une victime et qui fait partie de la structure en tant qu'ambassadrice. Norma Bastidas qui a été esclave sexuelle, qui est donc mexico-canadienne, qui témoigne
très fortement et très engagé sur notre sujet et qui en fait est arrivée à s'en sortir aussi grâce à la pratique du sport. Donc elle a, pour vous dire, elle a le record de triathlon puisqu'elle a fait Cancun, Washington DC avec les 3 disciplines, natation, course à pied, et enfin vélo et course à pied. Voilà, c'était une rencontre très importante aussi et pour elle aussi de croire au fait que le corps pouvait être un outil dans le cadre de sa propre reconstruction, puisqu'elle l'a vécu, et donc de soutenir le projet. On a des athlètes aussi, on a Astrid Nguyen qui est une handballeuse qui est capitaine de l'équipe de France et qui est très engagée sur le projet aussi. Et puis des karatékas, Anne-Laure Florentin et Sophia Bouderman. Et ce qui est important aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est que le mouvement sportif s'engage aussi et je pense qu'on a besoin de rôle modèle et que c'est par l'engagement des sportifs de haut niveau. Et on a des sportifs, mais j'espère aussi que ce seront des hommes qui aussi, et on en a, qui soutiennent l'action, s'engagent parce qu'il faut que ça se sache, que ça fonctionne, que ce sont des possibles et que nos disciplines peuvent être aussi à fort impact pour que ce soit le karaté, le football, pour les survivantes. Ensuite, concernant il y avait une question sur la recherche. Alors pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais on espère venir à Panzi pour faire aussi la mettre en place. On le fait à la Maison des Femmes de Saint-Denis, donc on le fait sur un public différent, mais qui sont aussi dans des conditions d'état de stress post-traumatique certaines, hein, et on travaille avec ce public-là. Donc la recherche est en cours. Donc c'est Samantha Vigne qui est psychoclinicienne, qui a mis en place avec l'Université de Strasbourg et Iris Trinkler, que je salue parce qu'elles font un travail extraordinaire. Et qui donc ont mis en place tous les questionnaires, et c'est vraiment sur la base des retours des femmes sur la pratique spécifique, hein. C'est une méthode, je ne l'ai pas développée, mais c'est comment est-ce que sur ce fil qui est le karaté et sur ce fil du karaté, comment on travaille la respiration, la décontraction, on travaille le périnée, on travaille, c'est très transversal avec des techniques de yoga, ce n'est pas purement que du karaté tel qu'on le connaît, c'est un karaté qui s'est adapté à la spécificité, aux besoins des femmes dans les conséquences du traumatisme. Et donc la recherche est en cours. On a eu des premiers quotes sur des entretiens qualitatifs avec les femmes, où justement toutes ces notions d'anxiété, d'état de tension étaient abordées, et les femmes exprimaient le fait que c'était en diminution grâce à la pratique. Donc ça, on en est vraiment au début. On est même en recherche de financement pour aller plus loin, notamment pour venir faire cette recherche-action à Panzi. Et donc, c'est sur la base du travail avec ça c'est des chercheurs de panels, enfin c'est pas des panels, en comparaison de femmes qui pratiquent et d'autres qui ne font pas. Et grâce, encore une fois aussi, je tiens à le signaler, à ce travail collectif avec Rada Hatem à la Maison des Femmes de Saint-Denis et le personnel soignant, parce que c'est, encore une fois, à mon sens aussi, on y arrive parce qu'on est unis et qu'on travaille ensemble avec les compétences de chacun. Nous ne serions pas capables de pouvoir mettre en place ni cette recherche-action, ni le travail qu'on fait avec, que ce soit à la Maison des Femmes de Saint-Denis ou à la Maison d'Orcas, si les acteurs du quotidien n'avaient pas envie de faire les choses avec nous aussi, de nous faire confiance et de travailler ensemble. On arrive très modestement en espérant effectivement de pouvoir
dupliquer. Je pense à la Centrafrique qui a un modèle aussi similaire d'accompagnement holistique, ou ça peut être en Colombie, ça peut être. Enfin, on est vraiment. L'objectif, c'est de former des formatrices et de rendre la pratique accessible. C'était une question sur comment est-ce que les survivantes arrivent à s'engager dans ce projet qui consiste à vouloir pratiquer un sport qui peut être complètement… Est-ce que ça se fait assez facilement? Mais oui, parce que je reviens sur le fait qu'on travaille ensemble. Alors à Panzi, donc les jeunes filles sont hébergées et elles savent qu'elles peuvent venir, elles ont les retours d'autres jeunes filles qui viennent pratiquer, et ensuite c'est en échange avec les différents acteurs qui sont sur place des différentes disciplines, et l'accès évidemment est extrêmement sécurisé puisqu'il se fait au sein même de la structure, et c'est si elles le souhaitent ou pas, et puis elles peuvent voir et elles ont accès. Et je vais même aller plus loin, je vais vous dire que Fight a été créé parce qu'en fait on a eu des survivantes, des petites qui nous ont dit en sortant, moi je veux transmettre. C'est-à-dire que moi la case estime de soi, réappropriation du corps, enfin, évidemment, dans toute la complexité que c'est, on n'a pas, mais en tout cas, ces cases-là avaient été cochées. Et puis les filles m'ont dit, moi, je veux aller au village, je veux aller à Bukavu, à Goma, et je veux transmettre à ma sœur, à ma tante, à ma voisine, pour que ce qui m'est arrivé ne lui arrive pas. Donc, imaginez que moi, si les petites, elles me disent ça, je me suis dit, mais voilà, une autre raison pour laquelle ça a du sens, que ça fonctionne et qu'il faut continuer. Parce que pour elle, c'était aussi une vraie motivation. C'est pour ça que je me rapproche de Tatiana en lui disant, Tatiana, on a les mutuelles de solidarité, on a, et peut-être qu'au moment où les dames se retrouvent, on pourrait permettre à une survivante qui a vraiment pris et qui s'est approprié la pratique, lui permettre de danser, de transmettre sa pratique aux femmes, et qui maintenant travaillent ensemble avec tous ces microcrédits et tout ce qu'elles ont mis en place, d'amener aussi, continuer à amener par les survivantes qui ont vécu, qui auront aussi à cœur et qui seront des rôles modèles, et de les amener à la transmission. Donc c'est comme ça que ça se fait. Et à Saint-Denis, on est sur de l'accueil, c'est différent. Mais là, c'est aussi les femmes sur leur parcours de soins vont voir le psychoclinicien, vont voir le sexologue, vont voir le gynécologue, vont voir ces personnes-là. Et puis, en fonction de là où elles en sont, de leur état, ils vont leur dire, vous savez, il y a l'atelier karaté, peut-être que… Et elles font leur chemin, et elles viennent, une fois, elles ne reviennent plus, puis elles reviennent. Et c'est ça qui compte, c'est que c'est en fonction de leurs besoins, en fonction de l'état dans lequel elles se trouvent, elles savent qu'elles pourront venir. Et nous, on travaille sur la capacité des enseignants à pouvoir s'adapter avec une pédagogie en connaissance de cause, sans jugement. On a parlé de bienveillance, c'est fondamental, et plutôt de leur faire ressortir les émotions négatives, s'en décharger et se remplir d'énergie positive, de force. Et c'est ça le pouvoir du sport. Aujourd'hui, je dirais l'activité physique adaptée, c'est ce pouvoir-là de manière aussi très très pointue, on a parlé de subtilité, mais c'est vraiment ça, de manière adaptée à la spécificité, mais de les accompagner dans leur combat. Vous voyez, c'est ça. Donc, bon, moi, je suis à votre disposition, l'équipe de Fight for Dignity aussi. Il devait y avoir, mais ça a été reporté à l'occasion à Caen, d'un forum sur la francophonie, d'ailleurs, ça nous suit, une restitution des premiers résultats de la recherche-action, parce que, voilà, encore une fois, c'est fondamental, et c'est de cette manière-là qu'on pourra avancer. Et sachez qu'en étant une ancienne sportive, mon objectif aussi, c'est d'amener plus de sportifs à s'engager et à être aussi des rôles modèles pour toutes les survivantes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses aux questions. On va peut-être rapidement passer à la seconde partie parce qu'il est déjà un peu plus de 19 h. Jocelyne, tu veux dire un mot pour
présenter la deuxième partie. Je te laisse la parole. Merci. Merci Laurence pour toutes ces réponses. Et c'est vrai que ça rebooste. Hein. On a vraiment besoin de ça en ce moment, hein, de voir que effectivement, quand on est santé, que même est quand même dans le bon sens.